pour présenter très rapidement le CESIM Santé et la façon dont nous, on envisage la formation des jeunes professionnels. Pour ceux qui ne connaissent pas le site encore, vous pouvez aller perdre un peu de temps sur Internet et aller regarder les différents types de formations qu'on assure. On a en particulier une formation en neuroradio interventionnelle, pour l'instant sans matériel. On fait venir par les différentes sociétés. Et on a un grand projet, Jean-Christophe n'est pas là, mais je peux l'annoncer officiellement, de l'acheter cette année par le biais d'une subvention Hugo. Donc plusieurs simulateurs Symbionics. Voilà, le CESIM, on a eu aussi la chance en 2016 d'être labellisé par le ministère de l'Enseignement. Et on avait reçu le premier prix PEC pour la catégorie formation tout au long de la vie. Dans les différents outils que j'ai déjà montrés, on a une web TV. C'est sur cette web TV qu'on diffusera secondairement les films de l'intervention. La chaîne YouTube, elle nous sert beaucoup aussi pour la formation des tout jeunes professionnels, puisque c'est sur cette chaîne-là qu'on fait passer des petits films courts de sémiologie sur l'apprentissage des différents gestes pour simplifier un petit peu l'enseignement au chevet des malades. Et juste pour en venir, on va parler de la formation des jeunes professionnels. Et nous, depuis le début, depuis 2009 qu'on a commencé notre activité de centre de simulation, on s'est dit que pour bien former les professionnels, il fallait aussi qu'on passe par une formation de formateurs. Et que si on n'avait pas un pool suffisamment important de formateurs formés, on ne serait pas capable de développer nos différentes simulations. Et chacune de nos séquences d'enseignement, elle se fait toujours avec des formateurs référents et des formateurs référents qui ont été formés aux différentes techniques. Et on ne fait pas que de la simulation, on ne fait pas que des choses hyper techniques. Et quelle que soit la spécialité, et d'ailleurs on doit voir Elsa cachée là, à l'arrière, Elsa a aussi fait le Marshmallow Challenge, ce qui est un peu loin de la neurochirurgie, le Marshmallow Challenge qu'on a refait hier. L'idée, c'est de former l'ensemble des formateurs à gérer un groupe, à lutter contre la remédiation, à éviter que 2 ou 3 restent au fond de la classe sans parler à côté du radiateur. Donc ça aussi, ça fait partie de notre formation de formateurs. Puis on a des formateurs psychologues spécialisés qui vont travailler à mieux comprendre les filtres de la personnalité, mieux comprendre les différentes perceptions des uns et des autres. Comme je l'ai dit aussi, on est beaucoup axé sur la formation initiale. On a énormément d'ateliers de formation initiale. Alors malheureusement, les formations de DESC de réanimation médicale ont été effacées, mais je me suis rendu compte qu'on voyait François en train de faire une endoscopie bronchique sur notre simulateur 3D. Donc on assure bien entendu des formations sur toute la petite gestuelle, et la petite gestuelle, c'est ça au début, c'est aussi juste savoir enfiler des gants, c'est juste savoir faire un point de suture normal. Et donc ça, c'est des formations qu'on assure pour l'intégralité de nos étudiants dès la 2e année de médecine. Et donc progressivement, on va monter en complexité les différents ateliers jusqu'à arriver sur des ateliers de gestuelle un peu plus complexes, 3D, voire même des ateliers de formation sur cadavre, puisqu'on a un bloc opératoire expérimental dans lequel on peut théoriquement faire à peu près tous les gestes qu'on veut, y compris des gestes de radio interventionnelle. Et notre maître mot dans le centre de simulation, c'est toujours d'essayer de favoriser l'immersion, parce qu'on sait qu'on est dans un environnement qui n'est pas réel. Il y a du plastique partout, c'est des mannequins, ce n'est pas des vrais patients. Et on s'est focalisé dès le début sur cherche vraiment à favoriser l'immersion des jeunes professionnels qui rentrent dans le centre, et pour essayer de leur faire passer outre l'aspect virtuel et artificiel du plastique, on essaye de se focaliser, de tromper leurs différents sens, entendre, sentir, ressentir. Et donc c'est pour ça qu'hier on a fait un petit test de simulateur d'odeur qui n'a pas été brillant. Ça sentait pas franchement le méléna, ça sentait pas bon, mais ça sentait quelque chose. On travaille beaucoup sur les sensations quand on fait des simulations de médecine de guerre. Il y a le sol qui vibre quand l'obus tombe. On a des stroboscopes pour simuler pas l'hélicoptère. On va vraiment juste essayer de tromper les sens, parce qu'on est à peu près persuadé qu'en essayant de tromper ces sens, on va réussir à mieux immerger nos apprenants. Notre modèle expérimental, c'est vraiment la chirurgie de guerre. Ça nous a permis de développer quelques modèles expérimentaux. Et là, on mélange les apprenants il y a 3 ou 4 victimes en même temps de différents types. Il y a de l'immersion sonore, de l'immersion visuelle, l'immersion, on essaye des odeurs également chez eux. Puis il y a plein de choses, et on travaille comme chez les militaires, comme chez nous, ce que je vous ai dit, on travaille très peu les aspects techniques. Alors les militaires, peut-être un peu plus les aspects techniques que dans le civil, mais à chaque fois, on va toujours se focaliser sur la gestion d'équipe. On n'est pas dans des ateliers, là on essaye vraiment de se focaliser sur la gestion d'équipe, et beaucoup sur la communication, qui est d'autant plus difficile qu'il y a beaucoup de bruit parasite autour.
Voilà, on a aussi commencé à développer des jeux vidéo, un peu de réalité virtuelle. Alors très honnêtement, c'est pour l'instant un petit peu en retrait parce que c'est très coûteux, c'est très consommateur de temps. C'est très sympa d'avoir un casque Oculus Rift et puis de se balader dans l'ambulance et de faire à peu près tous les gestes, intuber le patient. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on voudrait bien croire parce qu'on n'a pas des capacités de studio de jeux vidéo grand public et on n'a surtout pas leur budget. Juste un jeu vidéo, développer un jeu vidéo, un seul scénario qui va forcément se périmer dans le temps, c'est pas loin de 30 000 euros à chaque fois. Donc c'est des budgets qu'on n'est pas forcément tous capables d'assurer et surtout de maintenir dans le temps. Alors juste, je vous montrer quand même nos petits projets, ça je ne vous l'ai pas encore montré. Ça c'est notre beau projet de l'année qui va être terminé logiquement, on l'espère, on croise les doigts la semaine prochaine. C'est notre simulateur de secours en mer, à la fois héliporté ou bateau. C'est une plateforme montée sur vérins. D'ailleurs les vérins sont des vérins qui viennent de chez D-Box à Montréal. Donc on va vraiment immerger les gens au maximum dans leur environnement. Donc on va soit simuler un bateau en mettant une cabine de bateau, soit simuler un hélicoptère en mettant une cabine d'hélicoptère. Les vérins vont bouger, vont reproduire les mouvements de l'engin. Et autour, il y a un grand écran 220 degrés pour les immerger à la fois sur les sensations corporelles, mais aussi sur les immerger sur les sensations visuelles. Donc on a choisi un simulateur professionnel d'environnement qui est prêt par 3D. Qui en gros c'est juste le Microsoft Flight Simulator qui a été ajusté pour des applications professionnelles. Donc ça c'est la semaine prochaine. Alors ça n'a aucun lien avec la réanimation médicale, mais ça ne m'empêche que je m'amuse beaucoup avec ce projet-là. C'est aussi ce qu'on a essayé de développer. On s'est dit on a à peu près réussi à recréer des environnements qui sont plus ou moins réalistes et on s'est dit pourquoi pas profiter de ces environnements réalistes pour essayer de faire un peu de recherche. En particulier en psychologie cognitive. Il y a quelques années, on a eu, enfin c'est il y a 2-3 ans, on a eu l'épidémie d'Ebola, en dehors de la France qui nous est arrivée dessus. On a reçu des contraintes du ministère, on nous a dit qu'il fallait qu'on utilise les centres de référence, ce genre de combinaison. Y compris en réanimation, on était à peu près persuadé que ce n'était pas réaliste d'utiliser ce genre d'outils dans la vraie vie. Donc on avait monté une petite étude de psychologie cognitive juste sur l'évaluation de ces matériels, juste pour vérifier qu'on était capable de le faire. On a eu la chance d'avoir un très beau papier dans le Journal of Infection. Donc on mélange les environnements simulés, on utilise plein d'outils de psychologie cognitive, des capteurs biométriques, de l'analyse vidéo, et on a moyen de faire des très belles études. Et on a aussi validé, il y a très peu de temps, nos simulateurs de réalité virtuelle en échographie, en traçant des courbes d'apprentissage. Et grâce à cette étude, on a été capable de justifier notre investissement. Parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que tous ces simulateurs 3D, ça vaut extrêmement cher. Ça vaut plus de 90 000 euros au minimum pour le moins cher d'entre eux. Donc il faut qu'on soit certain de l'intérêt de ce coût-là. Et grâce à l'étude qu'on avait menée sur les simulateurs d'échographie, on était capable de prouver qu'un apprentissage, une courbe d'apprentissage normale qui était de 6 mois, on était capable, sur un geste standardisé, on était capable de la rétrécir et d'obtenir la compétence de notre étudiant en moins de 3 mois. Donc effectivement, cet investissement de 90 000 euros valait le coup si on était capable de le maintenir dans le temps, parce que ça amenait un vrai bénéfice à la fois pour le clinicien, forcément pour le patient, mais aussi pour nos institutions qui sont nos financeurs. Voilà. Puis je vais juste terminer là-dessus avant de laisser la parole aux autres orateurs. C'est comme on a réussi à se développer, à avancer tranquillement, on vient de lancer officiellement notre projet immobilier. Donc on est en plein concours d'architecte, on a lancé le concours d'architecte et on va construire, c'est officiel, un bâtiment d'à peu près 2000 carrés dédié à la simulation en santé, juste de l'autre côté de l'hôpital, pour ceux qui connaissent le gymnase Foch, voilà, qui va être détruit d'ici peu de temps. Voilà, je vous remercie. Donc je tiens encore à excuser Christian Berthoud, notre doyen, qui n'a pas pu assister et qui aurait été vraiment très content d'être là, mais qui était obligé d'aller à la conférence des doyens. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici avec vous ce matin. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette session. J'aimerais commencer par vous dire qu'au Canada, la formation médicale spécialisée est chapeautée par un organisme que l'on appelle le Collège royal du Canada. C'est un organisme très actif qui donne le ton de la manière dont les directeurs de programmes doivent organiser leur programme de formation.
Et c'est un programme aussi, c'est un organisme également qui vient visiter régulièrement chacune des institutions ou des universités et vérifie chacun des programmes. À toutes les 4 ou 6 ans, il passe une semaine à l'université et étudie la valeur et la qualité d'une formation afin de donner l'agrément. C'est un organisme très soucieux de la qualité de l'enseignement qui est fait au Canada et qui, à cause de ceci, est relativement uniformisé. À l'exclusion des programmes de recherche, je dirais que c'est assez uniformisé l'enseignement qu'on peut avoir au Canada à cause de cet organisme, puisque s'il n'y a pas ce minimum, ces bases minimales requises, bien, alors le programme peut être expulsé peut se voir interdire d'enseigner une spécialité quelconque. Là. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, je ne voudrais pas aller dans les détails de micro-aspects de l'enseignement. J'aimerais plutôt vous voir un peu qu'est-ce qui va se passer et surtout qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a des gros changements que le Collège royal du Canada amène depuis 2017 particulièrement. Et je pense que ceci, je pense qu'obligatoirement, ça va entraîner beaucoup d'autres institutions, d'autres pays de procéder de la même façon. Alors, c'est sur ces aspects généraux que j'aimerais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer certains aspects généraux pour justifier ces modifications-là, et ensuite, de façon générale, je vais vous montrer quelles sont ces modifications qui vont se passer au cours des prochaines années, et à commencer par cette année. Alors, le programme spécialisé que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le système de résidence, a été institué en Amérique par William Halsted à la fin du 19e siècle. Il a été le premier directeur du département de chirurgie à Johns Hopkins, à Baltimore, dans le Maryland. Et il a eu, entre autres, comme étudiants, Harvey Cushing et Dandy, que vous connaissez peut-être pas, mais ce sont des pionniers de la neurochirurgie. Là. Le système de résidence qui a été institué à ce moment-là et qui est toujours en vigueur en passant, c'est un système de résidence de durée déterminée. Après une année d'internat, il y a 6 années de résidence. Et pendant ces 6 années-là, on estime que le temps est assez long pour que on puisse être exposé de façon suffisante pour acquérir l'expertise nécessaire pour pouvoir pratiquer la spécialité. Donc, l'accent est mis sur la durée de formation qui serait garante d'une exposition suffisante pour atteindre les compétences qui sont attendues. Alors, c'est un système qui a bien fonctionné, ayant formé des bons médecins, mais qui peut être amélioré particulièrement dû au fait du contexte social qui a bien changé aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qu'on a comme modification avec toute la technologie de l'information qu'on a aujourd'hui? Les patients sont bien mieux informés. Ils sont beaucoup plus impliqués dans leurs soins. Ils veulent savoir. Ils s'informent eux-mêmes. Ils questionnent. Ils veulent savoir. Ils ont également des atteintes plus élevées. Ils vont avoir des bons résultats parce qu'ils connaissent. Ils savent qu'est-ce qui peut se faire ailleurs. Et également, ils n'acceptent pas des délais de traitement. Ils sont beaucoup plus exigeants. Alors, cette exigence-là est ce qui a fait qu'au début des années 2000, le Collège royal, pour s'adapter à ces nouvelles demandes de la société, a développé ses compétences. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette fleur avec ses différentes compétences. Et les programmes de formation maintenant sont tenus non seulement d'enseigner la spécialité même pure, qui est soit l'anesthésie, la neurochirurgie ou la médecine interne, mais également toutes les autres compétences qui sont autour, parce qu'un médecin, ce n'est pas seulement quelqu'un qui traite une maladie quelconque, c'est un professionnel, c'est un communicateur, c'est un collaborateur avec les autres collègues et les autres spécialités. C'est un leader, c'est un érudit. Alors,
le Collège royal a donc développé des exigences dans dans chacun de ces aspects de la médecine et a même développé un référentiel de compétences sur lequel tous les objectifs de programme doivent absolument doivent s'accorder avec ce référentiel. Je vous mets ici l'exemple. Je pense que c'est l'expert médical. Oui, c'est. Alors, vous voyez, on décrit ici, c'est inutile de lire ici, là, mais par exemple, pour ce qui est de l'expertise médicale, on demande à ce que les résidents puissent, au bout de leur formation, faire ceci. Bon, et c'est très, très détaillé. Et ceci a une implication, c'est qu'on va évaluer les, les résidents. Ça va être en fonction de ces facteurs-là. Il y a d'autres changements qui ont eu lieu également. Donc, vous comprenez que les exigences d'enseignement pour les étudiants, sont déjà beaucoup plus importantes. Autre changement de contexte, il y a des nouvelles technologies. Ça change à tous les 6 mois, tous les années. Il y a des nouvelles technologies que les gens doivent apprendre, des plus grandes variétés d'interventions de tout genre, que ce soit chirurgical ou pas, que les gens doivent également apprendre, des contenus pédagogiques plus élevés. Et à la fois, ce qu'on a, c'est qu'on a des contraintes budgétaires qui font que l'exposition aux patients est moindre. Les durées de séjour doivent être plus brèves. Les patients rentrent, pour les cas chirurgicaux, les patients rentrent tôt le matin, peuvent sortir le soir ou le lendemain. La salle d'opération, pour des raisons d'efficacité, les salles d'opération, il faut qu'elles fonctionnent. Alors, les moments d'enseignement en salle d'opération sont très limités. Peut-être que vous avez vécu ce genre de situation. Et de plus, il y a une réduction de l'exposition des résidents aux malades parce que, d'abord, à cause ne serait-ce que de ces lois qui limitent le nombre d'heures, mais également les résidents sont obligés maintenant de participer à beaucoup plus de réunions, à participer à des activités de recherche, à participer à des cours théoriques, ce qui fait que à la fois nous avons beaucoup plus de charges, les résidents ont beaucoup plus de choses à apprendre et en même temps, ils ont moins d'opportunités d'enseignement et les expositions à certaines situations cliniques est insuffisante. Un autre facteur dont on a réalisé depuis une vingtaine d'années également, c'est que le temps, c'est important, mais ce n'est pas tout. On sait que pour maîtriser une compétence, ça prend du temps. On a besoin, ça nécessite du temps pour appraiser une compétence, pour maîtriser une compétence, et nous avons besoin des opportunités de pratique pour pouvoir acquérir ces compétences. Mais à la fois, ce que l'on sait, c'est que la pratique ne rend pas parfait, mais c'est comment on dit, c'est la pratique parfaite qui rend parfait. Et on sait très bien que on connaît tous des situations où malgré l'expérience, malgré le temps passé, malgré l'expérience, l'expertise n'est pas toujours reflétée en fonction de l'expérience qu'un individu peut avoir fait. On connaît tous des situations comme ceci où le temps ne garantit pas une expertise ou une compétence. Alors, si je vous demandais quelle est la définition d'un expert et que vous répondez, c'est quelqu'un qui fait tant d'années d'expérience, c'est un critère qui est probablement non seulement insuffisant, mais certainement à l'occasion faux. Et pourquoi ceci? C'est parce que, et ça c'est les travaux d'Erickson d'il y a une vingtaine d'années, qui ont montré qu'une fois que vous avez acquis une certaine compétence, si vous ne procédez pas avec d'une certaine manière, vous allez avoir un développement arrêté. Et c'est la majorité des situations. Alors, au début, lorsqu'on apprend une tâche, on est, sur le plan cognitif, on est très, très alerte. Et après un certain temps, on devient à l'aise avec cette technique. Et lorsque c'est suffisant pour nos besoins, par exemple, conduire une voiture,
n'essaie pas d'apprendre encore plus, faire faire toutes sortes de pirouettes avec la voiture ou de jeux de... OK? Et c'est la même chose dans les spécialités. Lorsque, souvent, dans notre travail quotidien, on arrive à un certain niveau où on se sent confortable, alors souvent on arrête ici de pouvoir progresser, et c'est ce qu'on appelle le développement arrêté. Malheureusement, ceci ne permet pas d'arriver à d'une expertise. Alors, comment fait-on quels sont les critères que Erickson suggère pour qu'on ait toujours une amélioration, pour qu'on arrive à un niveau, qu'on s'approche à un niveau d'expert? Mais d'abord, c'est d'avoir toujours un objectif en vue, un objectif bien défini. Et une fois qu'on travaille sur cet objectif, il faut avoir une rétroaction. Il faut que quelqu'un de l'extérieur puisse nous dire si c'est bien ou si il y a des points à améliorer. Que l'on soit en passant étudiant ou que l'on soit déjà un professionnel avec une certaine expérience. De plus, il faut également avoir des opportunités de répéter ces expériences et avec des réajustements pour améliorer cette performance-là. Et bien sûr, il faut être motivé. Alors, vous voyez que c'est important le temps, mais la quantité n'est pas le seul facteur, c'est la qualité de cet enseignement. On vient d'apprendre qu'avec les travaux que je viens de comprendre, c'est qu'on peut accélérer, c'est fantastique, avec la simulation, on peut, dans certains cas, raccourcir le temps nécessaire pour apprendre un skill, comment on dit? Une technique, une compétence. Une compétence, bon, le point ici, c'est de dire qu'il faut que la qualité est également importante. Et une fois que nous avons acquis cette compétence, que fait-on? Bien, il faut aller en chercher une autre. Pourquoi une autre? Parce que c'est la seule façon de devenir expert. Parce qu'on se situe à ce moment-là, toujours dans une zone. Est-ce qu'on voit ma flèche ici? Oui. Ce qui est important pour apprendre, et si on ne veut pas arriver à cette courbe de développement arrêtée, il faut sortir de sa zone de confort, il faut être dans une zone d'inconfort, une zone d'apprentissage, sans toutefois être téméraire. OK? Et c'est ce que Erickson appelle l'effort délibéré. Alors, compte tenu de ces aspects, le Collège royal a réagi et ça contribue à ce que le Collège royal change sa façon de faire. Et donc, en tenant compte de ces notions, le Collège royal entreprend maintenant une restructuration importante de la formation des spécialistes, où l'on axe davantage sur les compétences acquises plutôt que sur les connaissances. Des connaissances qui demeurent bien sûr importantes et qui demeurent importantes, mais on axe davantage sur les compétences. Et en fait, un patient, lorsqu'il vient vous voir, lui, ce qui l'intéresse, c'est êtes-vous capable d'accomplir la tâche qui est requise pour ce que j'ai besoin. Okay? C'est ce que le patient demande, c'est ce que la société demande. Que vous soyez connaissant ou pas, ou que vous vous souvenez d'un détail ou pas, vous avez, avec aujourd'hui la technologie, en quelques secondes, vous pouvez l'avoir. Mais faites attention ici, je ne veux pas dire que les connaissances ne sont pas importantes, elles demeurent importantes. Mais pour qu'un étudiant puisse prendre charge d'un malade, il faut qu'il soit capable d'accomplir certaines tâches. Et c'est là-dessus que le Collège royal va maintenant axer. Il faut être capable, il faut démontrer que l'étudiant, lorsqu'il quitte son milieu spécialisé, qu'il puisse faire les tâches qu'on lui demande de faire de façon sécuritaire. Et ceci signifie que le temps de formation, contrairement à ce qui est actuellement, n'est plus aussi important. Une formation peut durer une année de moins, elle peut durer une année de plus. La formation pour le Collège royal n'est plus maintenant fixée dans le temps, mais plutôt sur la question des compétences. Alors,
Donc, on met l'accent sur l'apprentissage plutôt que sur la durée de la formation. Et ceci offre bien sûr plusieurs avantages. Elle assure la compétence, mais enseigne l'excellence. Et elle permet des médecins d'améliorer leurs compétences tout au long de leur pratique. Et si je reviens à la diapositive précédente, si vous lisez le premier point, le passage à l'approche par compétence, c'est parce qu'on appelle cette façon de procéder l'approche par compétence, en formation médicale, est un mécanisme qui vise à améliorer l'état de préparation à la pratique des diplômés afin qu'ils quittent le milieu de formation supervisée avec les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir poursuivre leur apprentissage. Jamais vous voyez ici lorsqu'ils terminent leur formation, qu'ils puissent aller pratiquer. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais censé d'avoir terminé une formation. On devrait toujours, dans toute notre vie, jusqu'à la fin de notre pratique, et même au-delà, d'être toujours en situation d'apprentissage. C'est ce que le Collège royal veut inculquer aux prochaines générations. Comment faire ceci? OK. Alors, comment ils font ceci? C'est que chacune des tâches qui est exigée pour une spécialité, elle est divisée par ce qu'on appelle des activités professionnelles confiables, ce qu'on appelle des APC. Ce sont les APC. Les APC sont des tâches réelles d'une discipline, et c'est des tâches que la société veut et qu'elle veut qu'un médecin puisse pouvoir faire lorsque ce patient vient le consulter. Alors, il s'agira donc, au cours des prochaines années, de subdiviser les tâches d'une spécialité en différentes activités professionnelles confiables. On peut confier ceci. OK? Et comment le fait-on ceci? C'est qu'on subdivise ceci en ce qu'on appelle des jalons. Des jalons qui vont nous permettre de pouvoir évaluer un résident et pouvoir lui suggérer à quel moment et comment pouvoir améliorer ses tâches. Par exemple, si quelqu'un n'arrive pas à faire une tâche, plutôt que de lui dire « il est incompétent, il ne peut pas faire, il faut qu'il aille pratiquer » ou « tu n'as pas les exigences minimales et il faut retourner travailler là-dessus », ça donne une appréciation, un jugement, mais ça ne nous donne pas exactement sur quoi faut-il travailler. Alors que si vous avez ces jalons et qui subdivisent ces tâches-là, et c'est un travail de moine en passant, là, OK, si vous avez ces jalons-là, vous allez pouvoir dire aux étudiants, vous devez travailler sur ce secteur-là, et ensuite on passe à l'autre secteur, à l'autre jalon pour pouvoir s'assurer que la tâche elle est bien maîtrisée. Alors, comment ça se fait? On décompose, ici, le EPA, c'est la même chose, c'est en anglais ici. OK? On le décompose en plusieurs jalons. On examine la performance à chaque jalon pour cibler ce qui pose problème. On fournit l'aide ou la formation qui est nécessaire. Le stagiaire a-t-il bien exécuté? Et si oui, on passe au prochain. Et ceci est vrai pour toutes les compétences de CADMED, on appelle ces compétences CADMED, et c'est ainsi que cette façon de procéder nous permet d'obtenir un diplôme en dépit des lacunes au niveau du savoir, à se sentir préparé à exercer la profession de façon autonome, à obtenir des évaluations et une rétroaction utile et en temps opportun, à assimiler clairement les objectifs d'apprentissage du programme, à réserver le temps pour consacrer à la pratique clinique. Alors, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire ceci? C'est que le système médical qui met l'accent sur les... on change d'un système médical qui met l'accent sur les résultats et qui repose sur un référentiel de compétences. En fait, je vais l'exprimer. On vise un système médical qui met l'accent sur des résultats et non pas sur le processus. Autrement dit, on passe d'un temps fixe de formation avec des résultats qui sont variables à une situation où on a des résultats fixes et un temps variable. Et on s'assure ainsi que les diplômés sont prêts à exercer les fonctions que l'on veut leur confier à la population. Okay? Alors, bien sûr, ceci nécessite tout un système d'évaluation, d'observation, dont je ne rentrerai pas ici en détail,
et qui sont bien exposés si vous regardez le site du Collège royal du Canada. Il y a déjà 3 spécialités qui sont déjà embarquées dans ce système-là. La neurochirurgie, la nôtre, embarque l'an prochain. Et c'est la direction que les études spécialisées au Canada prend actuellement. Merci de votre attention. Alors, bonjour. Donc, je suis neurochirurgien à Marseille. Elsa, un grand merci de ton invitation. Je vais peut-être prendre le micro si ça ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas, tu m'as donné une espèce de légitimité à faire ce topo. En fait, c'est vrai qu'à une certaine période, j'ai été beaucoup impliqué dans l'enseignement européen de la neurochirurgie parce que les neurochirurgiens qui constituent une petite communauté ont une certaine dynamique européenne en termes d'enseignement. Et chaque pays, je ne sais pas comment ça se passe en réanimation médicale, mais chaque pays a un délégué et des internes qui sont impliqués dans le cours. Et chaque délégué chapeaute ses internes qui sont dans ce cours qui dure 4 ans et qui réunit les étudiants pendant environ une semaine dans un endroit différent de l'Europe. Et chaque délégué met son input dans le programme pédagogique de ce cours européen, dont l'objectif est d'uniformiser, de rendre une certaine harmonie dans le standard des connaissances, et non pas des compétences, des connaissances que sont censés acquérir les internes en Europe. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a en gros 600 internes en Europe, en neurochirurgie, qui sont impliqués dans ce cours, qui connaît un succès populaire indiscutable dans certains pays, comme la Suisse par exemple, qui ne fait pas partie de l'Europe, mais qui quand même est très impliquée, parce qu'en fait, la seule façon de valider le DES chez les Suisses, c'est d'être board certified européen. Donc avant de démarrer, alors mon truc va être un peu décalé par rapport à ce que vous venez d'entendre, parce que j'ai beaucoup de textes, beaucoup d'informations. J'espère que vous n'allez pas dormir. Je voulais savoir, avant de démarrer, qui est en réamed ici dans cette pièce? Beaucoup. Qui est en neurochir? Quelques-uns. Qui parmi les réamed sont déjà CCA ici? Vous êtes principalement des internes, donc c'est ça, hein, en réamed. D'accord, très bien. Donc il y a... Ah bon? Donc en fait, est-ce qu'on va avoir quelque chose, tu crois? Attends, j'ai mis en slideshow. Ouais, très bien, super. Donc le problème, Elsa, tu m'as demandé de parler de la formation spécialisée en Europe et passer par l'exemple des jeunes neurochirurgiens. Je vais surtout parler de la France et éventuellement voir dans quel contexte on se situe par rapport à l'internat européen, parce que vous savez que la spécialité neurochirurgicale en France, elle est une spécialité pauvre, hein, en termes de recrutement en interne. Il y a actuellement à peu près, je sais pas, entre 95 et 100 internes en formation en France. Pour vous donner un autre ordre d'idée, ils sont, je pense, plus de 1500 en Allemagne, pour une population qui est à peine supérieure. Donc vous allez voir à quel point il y a des différences en termes de représentation de la spécialité dans la formation des étudiants. Alors pourquoi il faut former des neurochirurgiens, c'est ça notre boulot à nous, hein, les PU et les enseignants de neurochirurgie, c'est combien est-ce qu'il faut en former? Ça c'est compliqué de savoir. Est-ce qu'on définit le nombre de neurochirurgiens qu'il faut former par le nombre d'interventions nécessaires pour couvrir les besoins d'une population? Je ne suis pas sûr que ce soit que ça. D'ailleurs, il y a des pays où des neurochirurgiens n'opèrent pas du tout, hein. Ils font autre chose, ils font de la science, ils font de l'enseignement, mais ils n'opèrent pas. En général, dans les pays où il y a beaucoup de neurochirurgiens, en Italie par exemple, ou au Japon, hein, il y a beaucoup de neurochirurgiens qui ne touchent pas à un patient, hein. Comment est-ce qu'il faut les former? Et là déjà, on a eu un aperçu de ce que fait le Collège royal au Canada, et je pense que ce qui est fait en France et en Europe se rapproche un peu de cette vision par compétence plus que par connaissance, donc c'est intéressant. Et ensuite, pour faire quoi comme type d'activité? Alors, les diapos sont un peu chargés, il ne faut pas m'en vouloir, mais je les ai finis juste dans le train. Ça évolue beaucoup, et Michel l'a dit, parce que la population change, l'épidémiologie des pathologies change indiscutablement. On voyait peu de lymphomes cérébraux à une certaine époque, aujourd'hui nous on en voit beaucoup. Alors est-ce que l'incidence a augmenté? Mais en tout cas on en voit plus qu'avant. Il y a des pathologies qui régressent, on le sait tous, hein. Il y a des innovations thérapeutiques qui voient le jour
tout le temps. Est-ce que demain, nous continuerons, nous, neurochirurgiens, à opérer des glioblastomes? Je ne suis pas certain. On continuera à faire de la traumatologie, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on opérera des glioblastomes? Est-ce qu'on opérera des anévrismes? Je ne sais pas. Donc le périmètre des spécialités et des surspécialités est en train de changer. Donc déjà, c'est difficile de prévoir des étudiants en formation pour investir dans 10 ans sur une somme de compétences, alors que la spécialité elle-même bouge et que peut-être il y aura des champs entiers de la spécialité qui vont disparaître. C'est le cas dans plein de spécialités. En chirurgie cardiaque, il y a tout un tas de domaines de cette spécialité qui ont disparu. Voilà, il y a moins de CEC qu'avant, il y a besoin de moins de chirurgiens cardiaques qu'avant, c'est un fait. En chirurgie digestive, c'est pareil avec l'endoscopie. Enfin, il y a plein de choses qui... Le périmètre des spécialités évolue au fur et à mesure que les innovations et les traitements changent. Les contraintes hospitalières changent également, et en particulier les contraintes budgétaires, on le sait. Et cette histoire de directive européenne sur le respect des heures de travail à la semaine, et il y a plusieurs points dans cette règle européenne qui date de 2003. Vous avez l'équivalent, vous, en particulier aux USA, mais j'imagine au Canada aussi, qui a beaucoup ému les communautés chirurgicales en particulier, et notamment les étudiants. Et je vous montrerai une étude qui montre la façon dont les étudiants en neurochirurgie réagissent par rapport à ces régulations d'heures et la façon dont on les applique ou pas. La profession se féminise, il y a de plus en plus de femmes en médecine, et c'est heureux, et elles sont meilleures que les garçons, c'est comme ça. Et il y en a de plus en plus qui veulent faire de la chirurgie, pas forcément de la neurochirurgie, mais en tout cas il y en a. Il faut être en capacité d'être attractif pour nos jeunes, ça c'est un vrai challenge, et de pouvoir assez rapidement leur proposer des profils de carrière, soit en secteur public, soit en secteur privé. Il faut être prêt à accepter d'être mobile, c'est pas évident. Aujourd'hui, les jeunes sont mobiles, de plus en plus flexibles, et ils sont même mobiles au niveau intra-européen. Et vous le verrez. Les mentalités changent, les motivations changent aussi. Autrefois, quand on commençait la neurochirurgie, c'était soit pour être professeur des universités, soit pour avoir une très bonne place dans une clinique qui marche très bien et fonctionner très bien. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes neurochirurgiens qui ne sont plus du tout attirés particulièrement par ces profils-là. Pas forcément avoir une carrière académique, pas forcément gagner beaucoup d'argent et travailler beaucoup en clinique. Il y en a qui veulent être praticiens hospitaliers à l'hôpital et avoir un statut de praticien avec ce que ça comporte comme avantage, mais aussi comme limitation en termes de compensation salariale. Et donc il y a une balance qui est en train de changer entre le temps de travail et le temps de vie personnelle qui n'a plus rien à voir avec ce que vivaient nos anciens, qui étaient totalement dévolus à la neurochirurgie quand ils commençaient ce métier. Donc voilà, quand on demande combien de neurochirurgiens il faut former, comment, pourquoi faire, il faut avoir en tête ces différents points qui sont en mouvance. Alors là, malheureusement, je crains que la petitesse de l'écran, vous ne voyez pas bien, mais ça, c'est pour montrer la disparité qu'il existe dans les domaines de la neurochirurgie en Europe. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a ici, en haut à gauche, le nombre de neurochirurgiens par habitant. Et la France fait partie des pays européens où il y a le moins de neurochirurgiens par habitant. Ça, c'est les besoins en termes d'intervention par million d'habitants et les besoins. Ce qui est fait en pratique, et on verra, alors je vais passer à une diapo suivante, on verra très bien qu'il y a des disparités importantes. En général, dans des pays où il y a beaucoup de neurochirurgiens, le périmètre de la spécialité est plus large parce qu'il faut occuper ces gens. Donc ils opèrent plus que dans les pays, par exemple en Autriche, que l'on voit ici, il y a beaucoup de neurochirurgiens et du coup ils ont tendance à élargir leurs indications au maximum vers des champs de la pathologie qu'en France on n'occuperait pas. Par exemple, le nerf périphérique a été totalement déshabité du champ de la neurochirurgie, en France en tout cas. Le plexus brachial, les neurochirurgiens en font très peu. Les canaux carpiens, des choses comme ça, on fait beaucoup moins que dans d'autres pays où on fait beaucoup plus. Donc plus il y a de neurochirurgiens dans un pays, plus ils poussent les indications, moins il y en a, plus ils ont de choses à faire par le corps du métier, et donc on réduit notre périmètre parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors, il y a un organisme que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps, mais qui est intéressant, et vous pouvez aller sur leur site, qui est le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, et qui fait des rapports. Ce sont des gens qui travaillent et qui font des rapports, en particulier sur la démographie médicale. Et voilà l'état des lieux de la neurochirurgie aujourd'hui, c'est-à-dire que si on est là, on se retrouve avec une petite spécialité confidentielle juste devant la chirurgie vasculaire, hein, ça c'est les effectifs en janvier 2016, nous sommes 542 ou 544 neurochirurgiens, derrière nous il y a la chirurgie vasculaire, et il y a la Réamed qui est là aussi, petite spécialité. Mais vraiment les parents pauvres de la chirurgie sont les chirurgiens infantiles, bien derrière nous encore.
Donc ça, c'est un état des lieux qu'il ne faut pas méconnaître. Il y a un deuxième aspect qui est important, c'est l'âge moyen actuellement des chirurgiens qui sont en exercice. Et vous voyez qu'il est assez élevé et il va falloir remplacer cette pyramide des âges qui est en train d'être un peu inquiétante si le gouvernement ne prend pas des mesures pour ouvrir, et c'est ce qui est fait d'ailleurs, plus de postes à l'ECN, en particulier pour les spécialités chirurgicales. Là, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant, c'est la part des femmes dans les spécialités chirurgicales. Et vous voyez en 2015 ou 2016, j'ai du mal à voir, mais en pratique, elle constitue un peu plus de 10% de l'effectif des chirurgiens. Donc la chirurgie, les femmes aiment la chirurgie et c'est heureux. En revanche, quand on se met dans la part des femmes parmi les spécialités, il y en a très peu qui sont impliquées en neurochirurgie, puisqu'ici je vois qu'elles sont à 14%. Donc c'est pas énorme, mais enfin c'est pas surprenant, c'est une spécialité qui est assez éprouvante physiquement, mais heureusement comme cette spécialité évolue vers des champs qui sont peut-être un peu moins éprouvants, par exemple la neurochirurgie fonctionnelle, ou des choses qui sont moins demanding, on peut espérer que les femmes seront plus attirées encore par la neurochirurgie, c'est déjà le cas. Quand je fais le cours européen, je vois le nombre de femmes impliquées, elles sont 25-30% maintenant de nos étudiants, donc ça c'est très bien. Je pense que c'est bien de connaître ces chiffres. Voilà, l'âge moyen, je vais passer. Voilà, l'âge moyen de la spécialité chirurgicale en France, c'est ça, c'est 48 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on prévoie l'avenir. Il y a une chose qui est très importante, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 50. On a 100 internes en neurochirurgie actuellement qui sont en formation. Il y a 544 neurochirurgiens seniors. Et donc, il faut arriver à ce qu'on fasse mieux, parce que là, vous voyez que la part des diplômes étrangers dans notre spécialité, elle est de 24%, ce qui est beaucoup. Ça veut dire qu'on considère avoir un standard, nous, qui est un standard assez élevé, et on voudrait que les patients en retraite puissent garder le même standard. Et on a besoin de peut-être combler un peu ce gap et offrir à notre population le standard que l'on exige pour nos jeunes titulaires. Et donc il y a de la marge. On peut former plus de neurochirurgiens, il faut en former plus. Donc voilà, ça c'est la progression des places disponibles à l'ECN entre 2004 et maintenant, et vous voyez que les portes pour l'ECN se sont largement ouvertes pour toutes les spécialités, depuis la filiarisation en particulier. Vous voyez ici les spécialités chirurgicales et l'évolution du nombre de places disponibles entre 2004 et 2016. Donc il y a eu une augmentation significative parce qu'il y avait un besoin qui était considérable. Alors, encore un chiffre un peu rébarbatif, mais qui est pas mal. On est capable aujourd'hui de mesurer, les tutelles sont capables de mesurer l'indice d'attractivité d'une spécialité. Et moi qui pensais que la neurochirurgie, c'était une spécialité qui n'était pas très attractive, en tout cas quand nous on a commencé, je ne sais pas toi Elsa, mais vraiment c'était difficile de susciter des motivations. Aujourd'hui, on voit que l'attractivité, qui se mesure avec des calculs savants, de la neurochirurgie, elle est assez élevée, parce que devant nous en chirurgie, il y a l'ophtalmo, bien entendu, on peut comprendre, l'ORL, et puis après vient la neurochirurgie. Donc ça devient une spécialité attractive dans notre communauté, et j'en suis très heureux. Ce même rapport, pour montrer, là ça n'a rien à voir avec la neurochirurgie, mais qui montre une problématique nationale, c'est la désertification. On en parle beaucoup en ce moment, de la médecine générale et de la médecine de spécialité dans certains territoires. Là, il y a une corrélation très claire entre le taux d'emploi sur un territoire et le taux de praticiens spécialistes et généralistes dans un endroit. Et les deux vont ensemble, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de généraliste, vous n'aurez pas de spécialiste sur ce territoire. Et en général, les gens se regroupent dans les bassins où il y a une activité économique, industrielle qui est florissante. Et on est dans une problématique de déserts médicaux en France que l'on connaît bien. Et en fait, paradoxalement, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'offres, il y a moins d'offres c'est pas parce qu'il y a moins d'offres dans le secteur libéral que les malades vont tous venir à l'hôpital. Il y a une espèce de corrélation entre les deux. Il n'y a pas d'effet de compensation entre l'offre libérale de médecine spécialisée et l'offre hospitalière. Donc ça veut dire que dans certains endroits, il y a un accès aux soins spécialisés, dont la neurochirurgie n'échappe pas finalement, quoique elle est quand même un peu mieux organisée. Il y a un accès de l'offre aux soins qui est limité à certains endroits et qui est plus performante à d'autres. Je passe sur cette diapo qui est compliquée, qui ne concerne pas la neurochirurgie, mais le Haut Conseil formule des hypothèses
Bien sûr, il faut filiariser, et on a filiarisé. Il faut passer à un processus de spécialisation où il y a un socle commun. Il faut pouvoir être capable de passer d'une spécialité à une autre. Il faut que la formation universitaire se tourne vers son environnement. Ça veut dire ça, c'est créer des partenariats entre les hôpitaux universitaires de référence et des hôpitaux plus périphériques, entre guillemets. L'assistant partagé, par exemple, dans certaines spécialités, c'est très bien. Cela dit, en neurochirurgie, comme nous sommes une spécialité qui est soumise au CIOS, c'est pas quelque chose qu'on peut offrir. Enfin, difficilement. Sécuriser l'entrée dans la carrière, c'est important. Quand vous arrivez dans la spécialité, c'est important qu'on arrive à identifier vos profils et à vous proposer des choses plus tard. Alors, il y a eu une réforme que vous ne méconnaissez pas et qui est en application dès maintenant et qui rejoint un peu tout ce qui vient d'être dit précédemment. En fait, il y a une réforme du 3e cycle qui est en place, qui cherche à répondre aux besoins de santé, d'évolution, de qualité, etc. Le DES devient le seul diplôme dont vous aurez besoin, dont vous avez besoin. Les DESC disparaissent. Donc ça concerne votre spécialité, bien sûr. Les maquettes ont été mises en place, elles ont été structurées. Il y a une filiarisation qui est maintenant opérationnelle. On s'engage dans une filière chirurgicale du début jusqu'à la fin, même si on a un droit au remords qui existe toujours. Il y a des histoires compliquées d'options et de FST qui sont mises en place également pour avoir des formations transversales et avoir une surcompétence dans une spécialité. Il y a eu des discussions importantes sur la durée de formation de l'internat, du résidanat. Les chirurgiens, pour une fois, se sont unis et ont considéré qu'on ne pourrait pas former correctement un interne si on n'avait pas 6 ans de spécialité. Et ça, c'est une très bonne chose parce que le post-internat étant un peu aléatoire pour certains d'entre vous, il était important que les chirurgiens puissent être formés au minimum en 6 ans. L'organisation en 3 phases, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est importante. C'est-à-dire qu'autrefois, quand on avait des internes dans nos services, quel que soit leur niveau d'années d'expertise, on avait du mal à les différencier. D'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup d'internes, et puis tout le monde faisait toutes les tâches. Et aujourd'hui, on a bien compris qu'il ne fallait pas demander les mêmes choses aux internes de phase socle, à ceux de phase d'approfondissement et à ceux de phase de consolidation. Donc ça, c'est une très bonne chose, bien entendu. Le suivi personnalisé des étudiants. Je crois qu'en chirurgie, c'est quelque chose qui est essentiel. Bien sûr qu'il y a des connaissances, mais les compétences, il faut qu'elles soient évaluées par un tuteur. Et le tutorat, c'est quelque chose qu'il faut qu'on conserve en chirurgie. Le partenariat, l'apprentissage, le compagnonnage, c'est quelque chose qui ne doit pas disparaître. Alors voilà, vous la connaissez, cette diapositive. Voilà comment ça se passe. La phase socle, c'est on fait 1 an dans la spécialité que vous voulez choisir. En général dans un service qui est un service hospitalo-universitaire. Au terme de cette phase socle, vous êtes évalué et je crois que c'est important cette évaluation et il va falloir la mettre en place maintenant puisque ça démarre et être en capacité effectivement de conseiller l'étudiant, d'abord d'évaluer ses compétences transversales, génériques, ses comportements en particulier et pouvoir l'aider soit à corriger le tir, soit à vraiment, et c'est un peu le but. Très honnêtement, c'est au bout d'1 an considérer que si l'étudiant n'a vraiment aucune aptitude, vraiment, il n'est pas fait pour ça, essayer de bien voir avec lui comment il peut éventuellement orienter son projet vers autre chose. Je pense que pour une spécialité comme la neurochirurgie, on arrive aujourd'hui malheureusement à avoir des étudiants qui sont en fin d'internat et qui ont validé tous leurs stages et qui ne sont absolument pas adaptés au métier. Et je pense que dans votre spécialité, il n'y a pas de raison que ça échappe. Et c'est un vrai problème. Donc il faut être en capacité de coacher les gens suffisamment à l'avance pour pouvoir les dissuader de poursuivre, ou au contraire, juste les aider et les encourager. Au terme de la phase d'approfondissement qui dure 3 ans en neurochirurgie, vous passez votre thèse et vous n'aurez votre DES, vous ne serez qualifié qu'au terme de votre phase de mise en consolidation. Alors de mise en responsabilité, ça a été un mot compliqué au départ parce que ça faisait peur à tout le monde. En effet, normalement, vous êtes chief resident, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, ou senior resident, et là, vous êtes en capacité éventuellement de prendre des gardes de seniors. Je pense qu'en Réa-Med, c'est déjà le cas, enfin en Réa en tout cas, tout court, il me semble que les internes en fin d'internat prennent des gardes de seniors, et c'est dans certains départements en tout cas. Et là, moi je suis assez favorable à ce que les neurochirurgiens qui sont dans la phase de consolidation, qui durerait 2 ans en neurochirurgie, donc ça ferait 1 plus 2 plus 3, plus 3 plus 2, 6 ans en tout, pourraient au moins dans la dernière année prendre des gardes de seniors. Alors il y a une supervision, il y a des débats actuellement, mais je pense que c'est quelque chose d'important. La problématique de ce truc-là, c'est qu'on ne tient plus compte du post-internat. Normalement, vous êtes certifié, qualifié à la fin de votre DES. Vous avez votre DES à la fin de ces 2 ans.
Et là, il va y avoir problème parce que dans les spécialités, il peut y avoir des postes d'assistants cliniciens, très bien. Dans des spécialités où il y a toujours des CCA, c'est très bien, mais on n'a pas la garantie que tout le monde pourra accéder après à un poste internat, puisque ce DES est qualifiant pour vous faire travailler en autonomie. Je ne sais pas quelle est la position de Réamed, mais nous, en neurochirurgie, on va continuer à faire en sorte que les gens puissent avoir un poste internat solide encore 1 ou 2 ans. Parce que, comme l'a dit Michel tout à l'heure, il faut finalement, c'est pas la durée qui compte, c'est l'acquisition des compétences au final. Et très souvent, en fin de DES, on ne sait pas tout faire en neurochirurgie, c'est pas vrai. Voilà, donc ça a rallongé un peu les choses, mais c'est pour le bien des étudiants, je pense. Les structures d'accueil, les agréments, c'est quelque chose de très important. À titre personnel, étant beaucoup impliqué dans le collège de neurochirurgie, je ne suis pas très favorable à ce que des structures non universitaires aient l'agrément pour s'occuper des internes, au moins dans les 2 premières phases. En revanche, ma position, c'est de dire que je suis pour des internes qui vont ensuite avoir une carrière non universitaire. Il est bon qu'ils puissent éventuellement aller dans une structure privée qui permettent ensuite de les accueillir. Et en France, on a quelques structures privées de neurochirurgie qui sont très performantes et qui seraient tout à fait en capacité d'accueillir nos étudiants en fin de DES. Mais pour la phase initiale et la phase d'approfondissement, pour ce qui me concerne, je ne suis pas très favorable pour la neurochirurgie. C'est le boulot des enseignants de neurochirurgie de les former. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi, c'est de dire que la réforme du 3e cycle, elle peut être perçue comme une étape nécessaire à une harmonisation des statuts au niveau européen. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, finalement, il y a cette volonté de faire les choses en 3 phases, en tout cas pour la neurochirurgie. Alors, au départ, c'était un peu motivé par ça, tout ça. C'était de dire, oui, les chirurgiens, ça coûte cher à former, il faut les former plus vite et mieux, mais on ne va pas les former plus vite. Et là, les chirurgiens, les collèges de chirurgiens se sont unis et face aux tutelles, on dit il n'est pas question de former plus vite nos chirurgiens. Ils seront formés complètement, mais ils seront mieux formés, mais pas plus vite. Alors, c'est paru, tout ça, hein, les textes sont parus pour chaque spécialité, les maquettes ont été dessinées, donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait par les collèges, qui a un gros travail, hein, et qui vraiment va dans le sens de ce qui est fait des training programs aux États-Unis, mais avec un souci d'harmonisation, hein, et pour que la formation soit à peu près équivalente sur tout le territoire en particulier. Et donc en France, on a déjà donné les guidelines pour les différentes phases. Alors je n'ai pas beaucoup de temps parce que je vais passer là-dessus, mais en phase socle, on attend des compétences et des connaissances particulières, puis une évaluation, je vais passer dessus. Ensuite, en phase d'approfondissement, on attend autre chose, avec des gens qui sont plus impliqués dans la clinique, plus impliqués dans la recherche. Ça, c'est très important. Et une évaluation en fin de phase d'approfondissement, mais de toute façon, c'est la thèse. Mais vous voyez, avoir une capacité à faire de la recherche, à s'investir dans l'analyse des problèmes de fonctionnement d'un hôpital, dans l'évaluation de la morbimortalité, etc. Donc, c'est des choses qui vont plus dans le détail. Et puis, en phase de consolidation, là encore, c'est comment apprendre les différentes composantes du métier, se préparer à travailler en autonomie après. C'est autonomiser les gens après. Alors, il y a quelque chose qui est marqué en bas, c'est la certification européenne est encouragée. Hélas, en France, elle n'est qu'encouragée. Pourtant, ce cours européen, il est quand même, il a une qualité en termes de connaissances qui a atteint qui est vraiment quelque chose de très important. Et passer l'examen du board européen, c'est quelque chose de très dur. Il y a peu d'étudiants français qui le font, et le peu qu'ils font, souvent échouent d'ailleurs. Si ce n'est pas à la partie écrite, c'est à la partie orale. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait dans le standard européen. Alors ça, c'est pas mal. C'est un travail qui a été fait récemment sur une enquête qui a été faite au départ, je vais par les Suisses, sur la formation des résidents en neurochirurgie en Europe. Et sur 540 répondants, cette diapo, elle est un peu compliquée, mais en pratique, on demandait aux étudiants des différents pays de dire comment ils étaient formés en fonction de différents items. Alors par exemple, en petit a en haut, on leur demandait de savoir s'ils bénéficiaient de conférences cliniques. Et vous voyez que là, il y a un certain nombre de répondants qui ont dit non, nous, on n'a jamais dans nos services de conférences comme celle à laquelle on est en train d'assister. Ce qu'ils appellent des journal clubs. Alors les journal clubs, ça doit être les séances de bibliographie. Vous voyez qu'il y a tout un tas, 30% des étudiants qui ont répondu n'avaient pas de journal clubs, ce qui est quand même assez incroyable. En F, on a les radiological meetings. Est-ce qu'ils ont des réunions communes avec les neuroradiologues? Beaucoup en ont, beaucoup en sont satisfaits, mais il y en a qui n'en ont pas. Donc je trouvais ça assez intéressant. Est-ce qu'il y a des visites formalisées des seniors? War Rooms, ici, il y a des pays où il n'y a pas de visite.
Et c'est vrai qu'il y a certains pays, je pense en Angleterre, il y a des consultantes, le chirurgien passe, il voit ces quelques malades, mais il n'y a pas une grande visite d'un universitaire pour voir les patients. Donc vraiment, il y a une disparité très importante en termes de connaissances théoriques. Pour les connaissances pratiques, c'est pareil. Vous voyez ici en D, par exemple, c'est un travail sur cadavre. Est-ce que les étudiants en neurochirurgie en Europe sont uniformes en termes de travail sur cadavre? Pas du tout. Vous voyez qu'en D, il y en a 50% qui ne font pas d'études sur cadavre. En termes de manifestement sur Brest, vous êtes très très advanced en simulateur et c'est super, mais vous voyez qu'il y a 70% des étudiants qui ont répondu qui disaient qu'ils n'avaient aucune séance de simulation en neurochirurgie. Donc il y a de la marge. Donc ça, c'est pas inintéressant. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est le type d'intervention auquel ils étaient censés assister par mois, et en fonction des différents domaines du nerf périphérique. Alors vous voyez qu'on n'est pas les seuls en France à avoir abandonné le nerf périphérique. Je ne sais pas au Canada, mais la plupart ont abandonné le nerf périphérique. Ensuite, ça c'est dû faire un trou de trépan. Combien ils en font par mois? La plupart disaient qu'ils faisaient 4 à 10 trous de trépan par mois. Est-ce que c'est assez pour former un neurochirurgien? Ensuite, en C, on a faire des interventions de chirurgie rachidienne. Bon, en gros, il y en a 30% qui disent nous, on ne fait pas du tout de chirurgie rachidienne dans nos services. Et on a ça en France, il y a des services de neurochirurgie qui ne font pas de chirurgie rachidienne, etc., etc. Donc la disparité est colossale. Et du coup, ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus, c'est tellement petit que... Bon, enfin, c'est le même problème, quoi. C'est bien montré qu'il y a des endroits sur le territoire européen où on n'atteint pas ce qui est considéré comme étant le chiffre à peu près cut-off, qui est de dire qu'il faut qu'un neurochirurgien en formation assiste ou opère, soit de manière supervisée, soit de manière indépendante, 250 à 300 interventions par an. Je ne sais pas si au Canada c'est le chiffre que vous avez, mais il me semble qu'effectivement, pour un interne, assister à 250 interventions par an ou opérer partiellement 250 patients, ça me paraît être un cut-off qui est raisonnable. Il y a des règles qui ont été édictées par des publications européennes, je passerai dessus. Donc la conclusion de ce papier, c'était de dire qu'on avait besoin d'impliquer les internes plus en chirurgie dans les blocs, mais dans la mesure où il y a des régulations d'heures qui sont tellement restreintes, ça devient plus compliqué, et donc il fallait beaucoup développer la simulation et faire un programme de simulation pour la neurochirurgie, ce qui peut se comprendre. Là, c'était ce dont je vous parlais sur les histoires de working time regulation en Europe. Voilà, ça c'est la façon dont c'est appréhendé, c'est compliqué, mais en pratique, la façon dont ces heures sont... Ça c'est les heures de travail. Vous voyez qu'ici, là, en moyenne, un neurochirurgien en Europe, dans certains cas, travaille plus de 80 et dans d'autres cas, travaille moins de 40. Donc il y a des disparités qui sont colossales. Et là, sur la droite, vous avez listé les pays où il y a le plus d'heures de travail en Europe, et la France est au premier plan. Forcément, il n'y a pas d'interne en neurochirurgie en France, ou très peu. Donc on voit très bien qu'avec la Turquie, on est ceux qui travaillons le plus en neurochirurgie. Je vais passer parce que il faut avancer quand même. Donc en fait, quand on demande aux étudiants, par exemple en C, s'ils ont entendu parler de ça, certains disent, en B, certains disent, on n'a jamais entendu parler des heures de régulation de la directive européenne 2003 en neurochirurgie. 40% d'entre eux le disent. Certains voudraient travailler plus, d'autres disent que c'est bien comme ils font, d'autres n'ont pas d'opinion. Certains considèrent que c'est une bonne initiative que de réguler les horaires, d'autres considèrent que c'est une initiative qui est peu adéquate et voudraient aller plus loin. Alors, donc en fait, on s'aperçoit au vu de ces études qu'on a des processus de sélection et de régulation des internes qui sont complètement disparates. Il y a des endroits où il n'y a pas de numerus clausus. Il n'y a que 13 pays en Europe où il y a un numerus clausus pour faire entrer des internes dans les programmes. En Allemagne, il n'y en a pas du tout. Vous choisissez le nombre d'internes que vous voulez par département. Si vous voulez 15 internes, vous en avez 15. Ce n'est pas un problème. Le nombre d'internes, le type de services qui sont capables d'accueillir des internes, ceux qui ont l'agrément en fonction des régions et des pays, est terriblement variable. L'encadrement est variable, les modalités d'évaluation sont variables. Enfin, il y a des disparités fantastiques. La modalité de formation des surspécialités. Aujourd'hui, en Europe, il y a, par exemple, on parle beaucoup des formations conjointes neuroradiologie interventionnelle, neurochirurgie. Il y a quelques endroits où ça se fait. Je pense en Autriche, c'est possible.
mais globalement, les neurochirurgiens ne font pas de neuroradiologie interventionnelle. C'est autorisé par l'UEMS, l'Union européenne des spécialités médicales, mais la règle, c'est de dire qu'il faut que le neurochirurgien, s'il veut faire de l'endovasculaire, il passe 2 ans dans un service de neuroradiologie interventionnelle. Donc c'est un surinvestissement très important. Donc que fait l'Europe pour essayer d'améliorer tout ça? L'Europe, elle se bat et donc elle organise des cours, un cours européen. On fait des hands-on courses. On a mis en place depuis 2012 un cours sur cadavre à Lyon. Il va y en avoir un autre en République tchèque. On fait ces cours 2-3 fois par an. Les internes adorent ça. Le travail sur cadavre en neurochirurgie, c'est probablement le meilleur outil de simulation qui existe. Il y a des services qui ont des training programs qui sont accrédités par l'Europe. Les gens de l'ouest de la France étaient très en pointe. Je pense Rennes ou même peut-être Brest également, Tours. Ils étaient accrédités par l'Europe. Il y avait une visite d'experts européens qui venaient voir s'il y avait un programme et des évaluations qui étaient faites et qui accréditaient le service pour 4 ans de manière à ce que les internes européens puissent venir et que le standard soit le standard européen. Il y a l'Europe qui a mis en place un catalogue opératoire pour les internes également. Ça, c'est quelque chose de très bien. La France s'en est complètement inspirée. Les procédures chirurgicales, est-ce que je le fais seul? Est-ce que je le fais supervisé? Est-ce que je ne fais qu'aider? Et en fonction de l'année d'internat dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes en capacité? Vous devez remplir ce carnet opératoire. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, bon, je ne vais pas y passer, j'ai déjà beaucoup dépassé mon temps, mais ça pose problème, ces heures de régulation, en particulier aux États-Unis, où les internes travaillent encore beaucoup plus qu'en France, puisque la régulation, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est 80 heures. 80 heures. Si vous travaillez, il fallait 16 heures par jour, d'accord, pour un résident aux États-Unis, et 80 heures par semaine. Et donc les régulations, elles se sont mises en place comme ça aux États-Unis, et ça a fait beaucoup de bruit dans la communauté nord-américaine. Il y a beaucoup de chirurgiens, non neurochirurgiens, puis neurochirurgiens, qui ont cherché à démontrer qu'en fait, en termes de sécurité pour le patient, ça n'apportait rien de plus, et qu'en termes de fatigue pour les résidents, ça ne changeait rien. Donc en fait, c'était un peu ce que tu disais, c'est-à-dire on dépasse sa zone de confiance. On ne se met pas en danger quand même, mais on reste, et ça rejoint un peu la simulation en situation de guerre, c'est-à-dire on reste, quand on est 16 heures dans un service et qu'on travaille et qu'on est dans l'excitation du boulot, on apprend beaucoup, peut-être plus que quand on s'arrête à une heure donnée et qu'il y a un shift et que c'est quelqu'un d'autre qui prend en charge le patient, qu'il y a des problèmes de transmission et qu'il peut y avoir plus d'erreurs médicales. C'est ce que cherche à démontrer un certain nombre de papiers. Et donc la communauté neurochirurgicale nord-américaine, elle n'était pas très favorable à cette régulation. Voilà. Alors il y a aussi des choses importantes qui se passent, il faut toujours regarder ce qui se passe aux États-Unis, et tu connais cet organisme d'accréditation des spécialités médicales aux États-Unis qui parle de milestone et qui cherche à clairement définir les compétences que doivent acquérir les internes en fonction des spécialités. Il y a des papiers intéressants dans la littérature qui ont été récemment, qui essaient d'évaluer les programmes universitaires, parce que vous avez des programmes universitaires qui sont assez indépendants d'une fac à une autre. À Columbia, ils demandent certaines choses, à UCSF, ils demandent autre chose, etc. Les prérequis pour entrer dans ces programmes sont différents, et la façon de faire les programmes est différente, mais très clairement, ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'il faut que l'interne, quel que soit le programme dans lequel il est impliqué, il arrive à ça. C'est-à-dire qu'il arrive à être clinique, qu'il arrive à avoir une maturité clinique progressivement, qu'il soit de plus en plus autonome pour qu'à la fin on puisse le lâcher, mais pas complètement, qu'il soit supervisé et puis ensuite qu'il puisse être en indépendance. Il faut absolument être, avoir une culture de la gestion des données et des statistiques. Il faut être, comme tu le disais tout à l'heure, il faut être imprégné de professionnalisme, être en capacité à avoir un leadership. Et quand vous arrivez senior resident, vous devez démontrer que vous êtes en capacité de vous occuper des juniors qui arrivent. Ça, c'est très important pour eux. Il faut être impliqué dans la recherche. Il faut être aussi en capacité de vous projeter dans l'avenir de votre carrière professionnelle. Ça, c'est l'accompagnement dans le futur, pas être sous influence avec les labos, les conflits d'intérêts, savoir discuter, négocier des contrats. Ça, c'est des choses qui, pour eux, sont très importantes. Pour nous, en France, ça fait sourire, mais chez eux, dans le pratique du lendemain, après le post-internat, c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour vous donner un exemple, dans la Quality Improved in a Data-Driven World, ils impliquent les internes dès le début dans des programmes qui sont des programmes d'évaluation de leur pratique. Est-ce que je peux démontrer en tant qu'interne que je m'occupe correctement de la pathologie thrombolique, des effets secondaires de la corticothérapie, enfin des choses comme ça. Et ils les impliquent dans des programmes de recherche sur la
les histoires d'immortalité très tôt dans notre... Il y a autre chose que j'ai trouvé qui était encore plus rigolo, c'est que s'ils sont en capacité de noter des informations médicales, d'évaluer leurs pratiques, de noter correctement les interventions qu'ils font, ils peuvent avoir des primes. Dans certains services, on leur accorde des primes et qui peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars à la fin de l'année parce qu'ils ont correctement pris des notes, évalué leurs pratiques, rempli leur calendrier opératoire. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut s'inspirer, bien sûr, même si on ne donnera pas de sous à nos internes. Donc en conclusion, le but de nos programmes aujourd'hui, en tout cas en neurochirurgie avec cette nouvelle réforme, c'est d'harmoniser, d'upgrader nos programmes, sélectionner les centres qui vont être en capacité de recevoir les internes, ça c'est quelque chose qui est très important, il faut qu'on soit très vigilant, et c'est pas parce que, comme tu disais, on est dans un CHU, que de fait, on est en capacité de s'occuper des internes. Des fois, on ne s'occupe pas comme il faut de nos internes, et l'initiative que vous avez, elle est très courageuse, parce que pour vous, ça a des conséquences en termes de renommée, mais ça a, j'imagine, des conséquences financières également. Si votre institut est privé d'une certaine, je dirais, d'interne, vous avez des financements qui tombent, n'est-ce pas, également, qui disparaissent probablement. Hein. Donc voilà, il faut évaluer les internes par étapes, ça c'est très important. Hein. Les 3 étapes dont on a parlé, il faut tutorer encore et toujours. Et puis, il faut faire entrer la simulation dans nos services et les conférences de doyens insistent beaucoup sur notre capacité dans certains grands centres, manifestement Brest est très avancé, à faire des écoles de chirurgie dans nos UFR. Enfin, il faut personnaliser les profils de carrière et il faut appréhender le périmètre de notre spécialité de demain. Et ça, c'est le plus difficile, c'est savoir comment on va évaluer, nous, en tout cas, notre spécialité demain. On a du mal à le voir. Voilà, je pourrais continuer, mais je vais arrêter, j'ai déjà beaucoup dépassé. Merci. J'ai un certain malaise, oui. D'abord, merci à Elsa. Je suis très reconnaissant que tu aies introduit un item, si on veut. Moi, je suis supposé parler de l'enseignement de la recherche clinique. Bon, tu m'as rajouté au Canada, mais j'en sais rien au Canada. Et puis, c'est plutôt généralisable. J'ai un premier malaise, d'abord parce que j'ai rien préparé de visuel. Je t'ai envoyé un petit texte que tu m'aides à réfléchir là-dessus. J'ai un deuxième malaise. Je ne participe pas à rien d'officiel en ce qui concerne la formation ou la certification, que ce soit en médecine, en neurochir ou en neurointervention. Et puis j'y vois une grande difficulté. J'ai un troisième malaise, c'est pourquoi on vous présente ça à vous. Et puis peut-être même ce que j'ai préparé s'adresse moins à vous qu'à mes propres collègues. Mais comme je vais essayer de le proposer, je pense que l'avenir vous appartient et puis les solutions vont vous appartenir. Alors j'aime autant vous en parler tout de suite. Tout le problème ici vient de je ne sais pas si vous avez le vertige. Moi, si j'étais à votre place, j'aurais le vertige à voir ce qu'on vous prépare ou ce qu'on nous prépare. Moi, j'ai le vertige moi-même. Hein. L'approche américaine où on me propose de refaire des examens en radiologie, en neuroradiologie, en neurologie, puis en neurointervention tous les 5 ans, ça me donne le vertige. C'est un vieux problème. Hein. Et alors, Elsa m'a proposé de parler des problèmes de la recherche, de l'enseignement de la recherche clinique. Il y en a tellement. Ah oui, j'ai un dernier malaise, c'est que Michel m'a dit que j'ai tendance à être trop négatif, trop critiqueux ou trop dogmatique. Alors, je vais faire un effort, je vais essayer de modérer mon propos. Et alors, je m'étais dit, je vais commencer, c'est quoi le problème? C'est parce que la recherche clinique, on en fait peu. Hein? Le peu qu'on en fait, on la fait mal, puis on ne sait pas comment la faire. Si ce n'est pas négatif, comme... Et alors, c'est justement dû aux nombreux problèmes. Mon dernier malaise, c'est peut-être le plus important, c'est que quand moi j'ai le vertige à regarder ce que vous avez à faire ou ce qu'on vous propose, j'ai un peu d'espoir avec votre approche, je vais vous dire, parce que j'ai senti qu'il y avait un effort de donner aux étudiants des outils pour maîtriser quelque chose. Jusque-là, ça va. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous sentez que vos professeurs cherchent, parce que c'est quand même ça, Michel, hein, on cherche désespérément à trouver les meilleurs outils pour qu'ils atteignent à avoir des compétences. Je comprends un peu qu'on ait changé, si tu veux, la perspective de connaissance. Il y a beaucoup, excusez-moi les gars, hein, il y a beaucoup de blablabla là-dedans, on est d'accord. Hein? Puis ensuite, quand on fait les objectifs spécifiques, puis qu'on n'arrive pas à se rendre à la fin de la feuille avant d'être étourdi, puis se demander, mais comment on va faire pour faire un truc pareil?
vous comprendrez qu'on ne sait pas vraiment comment vous enseigner. Hein? Et puis moi, je vois l'évolution que tu me dis que le Collège Royal propose, et puis je trouve ça exemplaire, mais moi, je te dirais, écoute, c'est pas compliqué, rendez-vous à la dernière étape. La dernière étape, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'il faut faire de la recherche. Puis, alors, je vais essayer de ne pas te domacter. Tout à l'heure, on va discuter, il faudrait, pour être plus pratique, il faudrait penser à ce qu'il faut enseigner la recherche aux étudiants en médecine, aux résidents ou aux internes en neurochir. S'il faut le faire, c'est quand il faut le faire. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Est-ce que nous, on peut le faire? Parce que souvent, on a tendance à dire la recherche, c'est au labo, ou alors c'est au centre de recherche, ou c'est à l'université. Puis ici, on va enseigner aux jeunes à comment maîtriser les compétences du travail clinique. Pour moi, c'est déjà la plus grande erreur. Le simple fait que je vienne vous parler de l'enseignement de la recherche, comme si c'était... Alors, je suis très content parce que normalement, on n'en parle pas du tout. C'est une dernière ligne à la fin de la diapo qui dit, oui, il faudrait aussi faire un peu de recherche. Hein. D'habitude, c'est ça dans la formation. Le simple fait que ça soit un sujet à part, pour moi, est à la source de tous les mots. Là, je regarde Elsan, puis Jean-Christophe, tu t'endors, parce que je pense à eux tout particulièrement, mais ils savent très bien mes idées. Fait que là, j'espère que je vais les transmettre. Alors ça remonte à il y a très, 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 très loin. C'est un grave problème. Pour moi, Michel, le problème du Collège Royal, c'est que c'est un organisme, si tu veux, qui fait la certification. Moi, j'ai ce problème-là depuis longtemps avec tous mes collègues en neurointervention. Il faudrait faire une certification en neurointervention. Et puis, on en discute pendant des années et des années. Et puis, on en arrive à avoir des examens théoriques. Ça, c'est l'approche connaissance, si on veut. Après ça, il y a l'approche compétence. Ah bon, on va faire des examens pratiques. On n'était pas encore rendu au simulateur, il n'y en avait pas d'assez sophistiqué. Mais ça faisait que, par exemple, au Japon, tu avais un examen pratique en neurointervention. Mais avant même de pouvoir te proposer pour les examens, il fallait que tu aies fait un certain nombre d'interventions toi-même ou sous supervision. Il y avait des nombres variables d'une année à l'autre. Et puis c'est comme ça, par exemple, qu'au Japon, il fallait que tu fasses, je ne sais pas, moi, à l'époque, 100 stents carotidiens avant de pouvoir même te présenter à tes examens. Puis pour ton examen, il fallait que tu cédules 3 anévrismes non rompus que tu allais traiter devant tes examinateurs. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas la spécialité, les stenting carotidiens, il ne faut pas faire ça. Et puis, traiter les anévrismes rompus, non rompus, on ne sait même pas s'il faut faire ça. Et puis, on ne fait même pas la recherche pour savoir s'il faut faire ça. Et puis, on est rendu à exiger une certification, à faire des actes qu'on ne sait même pas s'il faut les faire. Et ça me paraît extrêmement grave. Ce qui me donne le vertige quand je vois nos professeurs nous dire comment on va faire pour enseigner les compétences, puis ensuite comment on va faire pour les évaluer, c'est que ça change tout le temps, et puis que c'est jamais évalué eux-mêmes. Et puis c'est ça la recherche. Hein, alors c'est ce que j'ai aimé de votre approche quand vous dites on a commencé déjà à faire de la recherche au sein même pour voir quelle pourrait être l'efficacité, par exemple, de l'apprentissage sur simulateur par rapport. On pourrait discuter de qu'est-ce que c'est un groupe contrôle, parce qu'il faudrait faire ça randomisé aussi. Et ça, pour moi, c'est l'avenir. Parce qu'il faudrait exiger du professeur au moins ce qu'ils exigent de vous. Hein. S'il est pour vous évaluer, il faudrait bien qu'il s'évalue lui-même. Or, on ne le fait jamais. Hein. Tous les programmes pédagogiques changent aux 10 ans, dépendamment de quelle est la nouvelle mode sur qu'est-ce que ça va être la façon d'enseigner. Ça peut être les nouveaux bidules. Moi, je suis rendu un vieux. Mais que quelqu'un veuille évaluer si ça apporte quelque chose, si ça a un succès, j'aimerais ça entendre des étudiants plus tard nous dire comment ils voient ça. Mais c'est un grave problème qui est de tout temps. Je prends beaucoup trop de temps pour dire ça. Les problèmes de la recherche. Le problème de la recherche, il y en a un qui est fondamental, qui est intrinsèque à la recherche, qui date dans le petit texte que je t'ai envoyé, je parlais du Ménon. Hein. Platon parlait de ça s'appelait l'impossibilité de la recherche. Hein. Ce que l'homme connaît, il ne va pas le chercher, il le connaît déjà. Hein. Puis ce que l'homme ne connaît pas, il ne va pas le chercher non plus parce qu'il ne sait pas quoi chercher. Ça a l'air banal, puis la phrase est beaucoup plus profonde, je vous propose d'y réfléchir. Elle est beaucoup plus profonde qu'on le pense, puis elle explique aussi pourquoi on en fait si peu de recherche. Elle explique aussi pourquoi j'ai beaucoup de collègues ou d'étudiants même qui viennent me voir et qui me disent « j'aimerais bien faire de la recherche », puis je leur dis « oui, d'accord, mais sur quoi ?» Puis là, ils ont « je sais pas, avez-vous quelque chose à proposer ?» Et ça provient de ce problème-là, de l'impossibilité de la recherche. Ça vient rejoindre mon malaise de tout à l'heure.
il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait que je vais venir vous dire qu'en plus de tout ça et de maîtriser tout ça et de vous préparer à tout ça, bien, il va falloir faire de la recherche. Il va falloir remettre tout ça en question puis dire que ce qu'on vous enseigne, finalement, on ne sait même pas si c'est bon. Hein. C'est assez décourageant. C'est pareil pour les praticiens. Si ça a demandé tant d'efforts, de formation, de préparation pour être certifié à pratiquer la médecine, bien, qui va venir nous faire chier à nous dire que c'est peut-être pas bon ce qu'on fait. Hein? Et alors ça c'est un problème qui existe depuis toujours. Mais on a plein de préjugés au sujet de la recherche. On les a encore, ils sont très, très graves. Ils nous amènent aux autres problèmes qu'on a au niveau de la recherche. Je ne sais pas si vous avez des idées à quoi ça sert. Pourquoi il faudra en faire? Moi, j'ai commencé ma carrière, j'en avais aucune idée. Il fallait faire de la recherche. Il faut faire de l'enseignement aussi, il faut faire du rayonnement, il faut faire de la recherche, il faut avoir une bonne pratique, il faut participer au comité de l'hôpital. Ça fait partie des tâches, hein, c'est évident. C'est pas évident du tout pourquoi il faut faire de la recherche. Mais beaucoup vont vous dire que faire de la recherche, c'est faire de la science, ça s'adresse à une élite, il faut enseigner seulement à ceux qui veulent devenir professeurs. On pourrait même avoir des clubs secrets tant qu'à ça, hein, parce que c'est un peu de ça que ça devient. Si tu es pour remettre en question, je ne sais pas moi, s'il faut opérer les anévrismes, s'il te plaît, dis pas ça devant nos étudiants, hein, puis surtout, dis-le pas devant nos patients. Et puis on va faire ça dans des clubs secrets, alors on va réserver ça à une élite, ceux qu'on va préparer pour une carrière universitaire, puis eux vont venir me voir pour dire, il faudrait bien que je fasse de la recherche, on me demande de faire de la recherche, je voudrais faire de la recherche. Alors, toute l'idée que la recherche, c'est pour l'avancement des connaissances, c'est pour faire des découvertes, c'est pour l'avenir, c'est pour améliorer les traitements futurs, c'est en général ce que les gens pensent de la recherche. Et il faut corriger tout ça parce que la recherche, c'est essayer de comprendre si ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la bonne chose à faire. Moi, je voudrais qu'on organise notre réflexion là-dessus sur trois grandes idées, si on veut. La première, c'est comment qu'on va faire pour enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un peu la leçon de Platon. Hein? Et c'est un peu le problème de la recherche. J'ai une réponse toute bête à vous dire là-dessus, c'est qu'on ne sait pas comment faire, on va l'apprendre ensemble. Et Elsa et Jean-Christophe sont témoins que c'est ça qu'on fait. Hein? Quand on fait de la recherche, souvent, je n'ai pas d'idée, moi non plus, comment on va s'y prendre, et puis on apprend au fur et à mesure avec les étudiants. Moi, je vous propose, les étudiants, que ça soit encourageant, ça. Parce que vous devez, et c'est ce qu'on vous propose, je pense, aujourd'hui, en partageant avec vous toutes les difficultés de comment on fait pour enseigner la neurochirurgie ou la réanimation. Bon, on ne le sait pas vraiment, puis il faudrait bien essayer de le découvrir ensemble. Toutes les autres difficultés viennent, je dirais, de la réglementation. Puis ça, c'est l'autre problème, par exemple, du Collège royal, qui s'occupe à la fois de la formation puis de la certification. Je ne sais pas, on n'a pas le temps de discuter de ça beaucoup, mais ça a à voir avec la recherche aussi, parce que remettre en question un geste que tu voudrais que les gens maîtrisent, on ne sait plus dans quel sens le faire. Peut-être que l'intervention ne donne pas des bons résultats parce que les gens sont mal formés ou la pratiquent mal ou la font chez les mauvais patients. Alors, il faudrait d'abord former les gens à bien faire le stenting carotidien avant d'évaluer le stenting carotidien. Ou alors, c'est tout à l'envers. Il faudrait d'abord être bien sûr que le stenting carotidien est bon chez les malades avant de former des armées de stenteurs pour faire du stenting carotidien. Ce problème-là, il n'est pas du tout facile. Mais où je vais en venir avec ça? La formation devait vous préparer à devenir un bon praticien. Et l'examen est supposé venir voir si cette formation-là a été successful, comme on dit, fructueuse ou efficace. Et malheureusement, ce qui arrive le plus souvent, c'est que la formation devient une préparation à l'examen. On pourrait appeler ça un détournement d'intérêt. Finalement, quand moi j'enseigne aux résidents en radiologie, plus on approche de la période des examens, moins tout ce que je vous raconte là les intéresse. Hein. Un bon cours, c'est pas un cours qui va te préparer à être un bon radiologue, c'est celui qui va te préparer à bien passer l'examen. Est-ce que l'examen, lui, sélectionne bien ceux qui vont devenir les bons praticiens? Vous regarderez l'historique des examens dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'examen qui s'examine pour voir si c'est une façon efficace de trier les gens qui sont compétents et les gens qui ne le sont pas. Alors, c'est un problème éternel. Et alors, pour moi, la solution ne vient pas dans la réglementation. C'est un des grands problèmes de la recherche, en particulier de la recherche clinique, c'est la réglementation. Je vais essayer d'aller vite là-dessus.
La réglementation, vous savez peut-être, depuis les horreurs des scandales de la recherche du 20e siècle, il y a une réglementation qui est de plus en plus sévère et qui nous demande de faire une séparation nette entre la recherche puis les soins. Et à mon avis, ça se révélera une erreur historique fatale, ça. C'est pas possible de séparer la recherche des soins. C'est une erreur gravissime. Alors, je vous disais tout à l'heure, ça va être quoi les problématiques de recherche? Docteur Raymond, j'aimerais bien faire de la recherche. Bien, sur quoi? Bien, ça va être sur les problèmes quotidiens de la pratique médicale qu'on va faire de la vraie recherche clinique. Hein? C'est ça qu'on oublie. Alors, on ne va pas envoyer nos élèves de l'autre côté de la rue à faire de la recherche biomédicale ou biomoléculaire pour apprendre à faire de la recherche clinique. Les horreurs du 20e siècle, tout autant que la réglementation qui a suivi, qui demande une distinction nette entre la recherche et les soins, vient d'une incompréhension de quelles sont les bonnes méthodes de recherche en pratique clinique. Hein? On a voulu appliquer les méthodes de laboratoire, ce que Claude Bernard nous a enseigné, qui était la médecine expérimentale chez les humains. À chaque sujet, si on veut, à chaque problématique humaine, il y a une méthode de recherche appropriée. Et faire de la médecine de laboratoire animal chez l'humain, ce n'est pas la bonne façon de faire de la recherche en pratique clinique. Et c'est pas parce que les gens vont dire « Ah, c'est un frein ». L'éthique est un frein à la connaissance. On a du mal à comprendre les sciences cognitives parce qu'on n'a pas le droit de faire de la recherche sur le cerveau humain. C'est faux. Ça ne serait pas la bonne méthode à faire pour apprendre les sciences cognitives, même en recherche. Et donc, quelles sont les bonnes méthodes pour faire de la recherche clinique? Eh bien, c'est encore à découvrir. Pourquoi? Bien, parce qu'on a confié à ceux qui ne savent pas faire de clinique le développement des méthodes de recherche clinique. Alors, de la même façon qu'un clinicien qui n'a jamais fait de recherche, il ne saura pas comment s'y prendre, mais le chercheur qui n'a jamais fait de clinique ne saura pas s'y prendre non plus. Puis on a trop essayé de mettre, par exemple, la médecine de laboratoire en clinique, où présentement, puis de plus en plus, on a trop tendance à prendre les méthodes statistiques ou d'épidémiologie, puis de les appliquer à la pratique clinique. C'est pas ça non plus, la recherche clinique. Et ça conduit à des grandes erreurs et puis à cette séparation nette là, qu'il faudra un jour résoudre ce problème-là. Alors, comme je vous propose, les problèmes puis les sujets de recherche, ils vont venir d'où? Bien, ils vont venir de la pratique clinique. C'est quoi les problèmes, les questions qu'on se pose, puis il va falloir y faire face. Hein? Est-ce que ça, c'est bon pour les malades ou non? Les méthodes qu'on va utiliser, bien, il va falloir les inventer au fur et à mesure avec nos étudiants. Et alors, comme je vous disais, on pourrait articuler une première grande question, c'est comment on fait pour enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais la deuxième chose, c'est comment on fait pour enseigner quelque chose qu'on ne fait pas. Et alors, moi, je vous propose ma réponse à cette question-là. Quand est-ce qu'on enseigne la recherche? Bien, le plus tôt possible. On l'enseigne à qui? Bien, à tout le monde. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, comprendre comment on peut faire des bons cliniciens s'ils n'ont pas fait de la recherche et s'ils ne vont pas faire de la recherche. Pas n'importe quelle recherche, pas de la recherche sur le génome ou sur le macrobiote, là, de la recherche sur sa pratique de tous les jours. Je viens te rejoindre là-dessus, Michel, il faut apprendre toute sa vie. Alors, ça sert à quoi, la recherche clinique? Bien, ça sert à apprendre. Et c'est ça qu'il va falloir maintenir tout au long de sa carrière. J'en viens à la dernière question, c'est comment agir quand on ne sait pas quoi faire. C'est exactement ça le sujet de la recherche clinique. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit intégré aux soins. J'en viens à la dernière question. Qui doit nous enseigner à faire de la recherche clinique? Il va bien falloir que ça finisse par être les praticiens eux-mêmes. De la même façon que pour moi, ça va être les praticiens qui vont découvrir les meilleures façons d'enseigner à comment les étudiants peuvent devenir des bons praticiens. Mais il va falloir passer par le même chemin, nous aussi, c'est-à-dire s'évaluer nous-mêmes, essayer de voir quel genre de résultats ça donne, et puis apprendre à travailler dans notre pratique de tous les jours, comment on fait pour agir, comment on prend des décisions cliniques, comment on fait des actions cliniques en contexte d'incertitude. Eh bien, ce n'est pas une question future, ça, c'est une question présente, puis c'est pour ça qu'il faut intégrer la recherche clinique à même la clinique, et puis qu'il faut apprendre les deux en même temps, le plus tôt possible pour tout le monde. Et puis qui doit le faire? Bien, les praticiens eux-mêmes. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.